Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Katia Baudry, je suis sociologue aujourd'hui, mais j'ai été éducatrice de rue pendant une vingtaine d'années en Seine-Saint-Denis. Très bien. Aujourd'hui, on va parler des conduites à risque, et notamment deux principales qu'on va mettre en lumière dans cette vidéo, les nudes et les comptes ficha. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut impliquer? Oui, alors les nudes sont des photos de personnes dénudées que l'on envoie. Alors, cela concerne autant les adolescents que les adultes, puisqu'on a eu des affaires très médiatiques d'hommes politiques, notamment sur des sextapes ou des nudes. Voilà, donc c'est important de préciser que ça ne concerne pas simplement les adolescents, filles et garçons, je précise, c'est inclus. C'est important parce que souvent, effectivement, on va entendre parler de nude concernant les filles. C'est vrai que majoritairement, ce sont des adolescentes qui sont concernées, mais il faut se mettre quand même dans le coin de l'esprit que des garçons sont également victimes des nudes. On pourrait se dire, mais pourquoi on fait ce genre de photos? Parce que dans notre éducation, dans l'éducation des enfants, c'est vrai que beaucoup de familles leur apprennent à prendre soin d'eux, à respecter leur corps et surtout, de ce fait, ne pas le dévoiler à quiconque. On pourra revenir plus tard un peu sur le contexte sociétal qui fait qu'aujourd'hui on va voir qu'on va énormément exposer son corps mais qu'on ne réfléchit pas aux conséquences. Donc les nudes en fait sont faits pour c'est donner de l'attention à une personne. Alors généralement c'est le petit copain. Bah oui, dans l'intimité quoi. Dans l'intimité, et puis bon c'est aussi, on peut jouer sur un peu du chantage affectif, c'est-à-dire que si tu m'aimes vraiment, tu pourrais le faire, t'inquiète pas, hein, ça reste entre toi et moi, tu n'as rien à craindre, je ne le diffuserai pas. C'est vraiment aussi pour asseoir notre couple et la solidité de notre couple. Et puis l'hostie et voilà, enfin. Mais voilà, partage qui pourrait être sain en soi, c'est pas problématique. Voilà. Mais ça peut devenir rapidement compliqué. Effectivement. Et donc on va avoir des adolescents effectivement qui vont pour continuer à maintenir leur couple, mais aussi, je dirais, à penser attirer la reconnaissance et l'attention d'un garçon, d'envoyer ses photos. Donc généralement, un nude, on l'envoie à une personne bien spécifique. Oui. Donc c'est le petit copain, la petite copine. Mais il peut arriver parfois qu'entre amis, on peut faire des photos parce qu'on essaie des vêtements, parce qu'on a envie de montrer qu'on a des abdos, qu'on a une taille fine ou que l'on a des formes, ou tout simplement parce qu'on est à la plage, on prend une photo de soi, on la diffuse, on n'imagine pas qu'à un moment donné, en fait, on va exploiter ces photos pour blesser la personne, en fait, pour nous atteindre personnellement. Donc, l'objectif de ces photos, c'est de maintenir le lien avec une personne. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'on va utiliser ces nudes, en fait, alors le on, ce sont des adolescents, filles et garçons, mais je le répète, au niveau des adultes également, on va utiliser ces photos, en fait, pour créer ce qu'ils nomment un dossier, donc compromettant, de manière générale, et puis on va utiliser donc ce dossier en fait pour nuire à la personne. Alors on va la menacer, on va la contraindre à commettre des actes, notamment des actes sexuels, quand il s'agit de filles, mais on imagine également au niveau des garçons. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est du chantage en fait. C'est du chantage. Chantage, menace, contrainte, parce que vous imaginez bien, t'imagines bien que ces photos, les parents ne sont pas informés de l'existence de ces photos. Et que dans le regard des adolescents et des adolescentes, il ne faut surtout pas que la famille voie ces photos. Donc l'adolescent a peur, il a honte de la réaction de l'autre. Donc vous imaginez bien que d'un départ où on fait un nude pour faire plaisir à une personne, cela se transforme très vite en fait à un objet de contrainte et de menace. Et le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir menacer et de contraindre une personne, c'est d'afficher ces nudes. Et on les affiche comment? En créant un compte ficha.
Donc je ne sais pas si tu en as entendu parler. Eh ben non, donc je vais le découvrir avec toi aujourd'hui. Alors, les comptes ficha sont nés, ont cru de manière exponentielle au moment du confinement. D'accord. Donc c'est de créer un compte majoritairement sur Snapchat. D'accord. Donc on va envoyer à des administrateurs des photos, des nudes. Majoritairement ce sont des filles qui sont visées. Donc ficha est le verlan d'affiche. D'accord. On va avoir différents termes qui apparaissent. Donc affiche 93, ficha 93, souvent ficha plus les initiales d'une ville, ficha plus le nom d'un quartier. Ce sont des comptes qui cible de plus en plus, quoi. Voilà, ce sont des comptes très territorialisés parce que l'objectif c'est de nuire à la personne. Mais pour nuire réellement à la personne, c'est pas simplement d'exposer la photo. Il faut qu'on reconnaisse la personne. Ouais. D'accord? Donc si physiquement on n'arrive pas à la reconnaître parce qu'effectivement soit elle est de dos, soit on ne voit pas le visage ou le visage est coupé, eh bien comme ces comptes sont territorialisés, ou très localisés, donc on va très vite savoir qui est cette jeune fille. Alors quand je dis savoir qui est cette jeune fille, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de l'identifier par son lieu de résidence, son établissement scolaire, ses comptes sur les réseaux sociaux. Oui. Donc elle est très vite identifiable. Et à partir de ce moment-là, on va avoir des ados qui vont aller plus loin dans le fait de blesser et de nuire la personne. C'est qu'on ne va pas simplement diffuser la photo. Sur la photo, on va mettre le compte Snap de l'adolescente, son numéro de téléphone. On tag la personne, pièce d'identité, on peut aller la harceler ou faire d'autres choses. Voilà, complètement. Et donc, ce qui se produit après, c'est qu'effectivement, à partir du moment où elle est identifiée, vous imaginez bien qu'il va y avoir des rumeurs, qu'une réputation se fait. Exactement. Que de cette réputation, certaines personnes vont l'exploiter. Vu que tout se passe sur les réseaux sociaux, on va avoir des prédateurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui vont profiter en fait de toutes ces informations-là, soit dans un premier temps pour menacer la personne, pour obtenir des actes à leur fin. Donc c'est souvent des actes sexuels. Oui. Ça peut être de l'argent. Aussi. Mais quand cela concerne les filles, c'est vrai que majoritairement, on va jouer sur le fait que, écoute, tu vas faire ce que je te dis et ce que je veux. Parce que sinon, tes photos, là, certes, elles sont diffusées sur le net, mais pour le moment, tes parents n'ont pas accès à ces photos. Donc si tu ne veux pas que tes parents soient informés ou que ta famille soit informée, eh bien, tu vas faire ce que je veux. Donc on a cette première menace, cette première utilisation des nudes. Et puis on a une deuxième utilisation, c'est justement ces prédateurs vont entrer dans une phase de séduction. Donc il va y avoir cette pseudo-création de relations amoureuses où c'est je suis là pour te protéger, ne t'inquiète pas, c'est vrai que tu es super belle, c'est pas normal ce qui se passe, moi je vais être là, je vais veiller sur toi, tout ça va s'arrêter, tu vas voir. Et voilà, il y a un lien qui va se créer, une confiance qui va se créer. Avec une finalité bien précise pour le prédateur. Voilà, la finalité, effectivement, c'est l'acte sexuel. L'acte sexuel pour lui, mais potentiellement, c'est l'acte sexuel, c'est d'amener la jeune fille à se prostituer. Oui. Donc là, c'est d'endosser le rôle de proxénète. Exactement. On va avoir des adolescentes qui, au final, vont se sentir après, au-delà d'être harcelées, suivies dans la rue. On a eu des jeunes filles qui vont se sentir effectivement suivre soit par une voiture, soit par des jeunes qui vont être interpellés constamment. Qui veulent la recruter, parce qu'il y a le proxénétisme, on va dire, clair, et puis après il y a un peu insidieux. Moi j'avais une jeune fille qui couchait avec un garçon, qui lui avait envoyé une photo de nude, ou une vidéo, je sais plus trop, et en fait il l'a utilisée contre elle, il lui a dit tu couches avec tous mes copains et je diffuse rien à tes parents. Ce qu'elle a fait pendant des mois, donc elle a été violée. C'est une forme aussi de prostitution puisqu'elle a tourné sur, avec plusieurs jeunes hommes. Et voilà, ça fait des jeunes femmes qui commencent leur vie sexuelle avec de la prostitution, avec du viol, avec des violences. Je sais pas, se reconstruire après tout ça, c'est voilà.
c'est lourd, quoi. C'est extrêmement difficile parce que les jeunes se sentent coupables et non victimes. Exactement. De toute façon, la société culpabilise les victimes, donc tant qu'on sortira pas de ça, voilà. C'est très difficile pour elles, hein, parce que dans l'esprit et les représentations des personnes, c'est à partir du moment où tu as fait cette photo-là, c'est que tu connaissais les conséquences. Aujourd'hui, on sait très bien que quand on fait ce genre de photo, obligatoirement, à un moment donné, il y a des conséquences. Et donc, tu dois les assumer. Exactement. Alors qu'on parle d'enfants quand même. Hein. Voilà, là on parle d'enfants, parfois de très jeunes. C'est ça. Et donc, c'est le regard des pères, en fait, qui est très violent. Et le regard de certains adultes, de certains professionnels qui sont très violents vis-à-vis de ces adolescents. La gendarmerie, je ne sais plus quelle commune, avait fait de la pub, enfin de la prévention. Il faut arrêter de faire des nudes. Non, mais c'est aux gens qui ont des nudes d'arrêter de les partager n'importe comment et d'arrêter de les partager tout court, en fait. Donc c'est là où encore on culpabilise des victimes. Mais voilà, en fait, ce qui est interdit, c'est la diffusion. Parce qu'on pourra y revenir, c'est la question du consentement. Exactement. C'est-à-dire comment aujourd'hui peut-on déterminer le consentement à travers des photos. Parce qu'on réfléchit beaucoup sur cette notion de consentement dans une relation face à face. Mais la question à se poser aujourd'hui, c'est le consentement sur les réseaux sociaux. De l'image. De l'image. Et ça, les jeunes, mais également, je pense, certains adultes, l'occultent complètement. Donc à partir du moment où on fait cette photo-là, on est forcément coupable. Et non, en fait, la personne est victime. La personne coupable, ou je dirais plutôt les personnes coupables, c'est d'abord la première, celle qui diffuse, et après, ce sont toutes celles qui vont regarder. Exactement. Qui vont screener, donc faire des captures d'écran. Oui, parce qu'avec Snapchat, c'est censé disparaître les photos, mais avec le screen, tout reste. Tout reste. Et puis, en fait, les jeunes disent oui, mais on sait quand une personne fait une capture d'écran. Sauf qu'aujourd'hui, je vais peut-être donner une des réponses, mais il suffit d'avoir 2 téléphones portables pour faire une photo, voilà, avec des appareils en face à face, et la personne ne s'aperçoit pas qu'il y a eu une capture d'écran, enfin une copie de sa photo. Et cela reste. Katia, pour toi, quel est l'élément manquant justement pour pallier à tous ces problèmes qu'on est en train de citer? La communication. La communication familiale, j'imagine. La communication familiale, la communication d'adulte à enfant, au sein de la famille certes, mais aussi en institution. Établissement scolaire, peut-être structure d'accueil de l'aide sociale à l'enfance, peut-être la protection judiciaire de la jeunesse, tout ce qui relève en fait de l'éducatif, de la protection de l'enfance. Pourquoi ? Parce que ces sujets relèvent malgré tout de la sexualité et qu'on sait qu'on n'est pas tous dotés des mêmes ressources et des mêmes outils pour parler sexualité. Donc tu as commencé par la communication et tout de suite familiale. Donc je vais rebondir sur le fait que effectivement tous les parents, enfin beaucoup de parents, en fonction de leur parcours de vie, ont énormément de difficultés à aborder ces sujets-là. Et c'est complètement compréhensible parce qu'ils ont pu avoir déjà des parents, des arrière-grands-parents qui n'ont jamais évoqué ce sujet-là. Donc c'est tabou. Culturellement, c'est tabou. On ne leur a pas donné les outils ni les ressources pour en discuter. Et puis, il y a un autre travers. C'est que si on parle sexualité, on a l'impression qu'en fait, on va inciter nos enfants à avoir des rapports sexuels ou à aller vers l'autre pour vivre ces expériences-là. Non, là, nous sommes dans le champ de la prévention. Donc, c'est plutôt d'ouvrir la communication sur ces sujets-là. Pour préparer, parce que le but, c'est de préparer au mieux. Donc, préparation, ça ne veut pas dire on passe à l'acte le lendemain. Non, complètement. Mais c'est préparer, mais c'est aussi permettre de dire à son enfant, mais écoute, je serai là quand tu auras besoin d'en parler, sans te juger. Exactement. C'est extrêmement important. Donc souvent j'utilise le terme d'entrepreneur de morale. C'est de ne pas être entrepreneur de morale, c'est d'écouter ses émotions, ce qui la traverse en termes d'émotions, et puis de la guider au mieux. Donc on peut très bien ne peut pas se sentir en capacité de le faire. Pour autant, il ne faut pas fermer la porte
à son enfant, mais plutôt lui proposer, je dirais, une tierce personne qui peut appartenir à l'entourage familial, mais ça peut être aussi un éducateur. J'en fais beaucoup dans voilà, ça peut être un éducateur, ça peut être une infirmière scolaire, ça peut être une assistante sociale, un CPE, conseillère conjugale. Il y en a, voilà, plein de professionnels. En fait, c'est de se dire, d'accord, de prendre conscience que oui, en tant que parent, en tant que mère ou père, je ne peux pas aborder ces questions parce que je ne me sens pas à l'aise, mais pour autant, je veux que mon enfant ait des outils et des ressources pour pouvoir se positionner le moment venu. Exactement. Donc, je préfère l'orienter vers une personne qui va pouvoir avoir en fait des réponses, ou du moins pouvoir répondre aux questions de mon enfant. Oui, c'est ça, parce que les prédateurs sont à l'affût justement de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons qui n'ont pas de communication, qui sont tout purs, quoi, qui savent pas comment ça fonctionne la sexualité, parce que eux sont plus âgés, plus riches, plus puissants, et qui savent très bien où ils veulent emmener la victime, quoi. Mais complètement, et notamment quand on a des garçons et des filles à l'adolescence qui sont aussi dans leur pleine recherche par rapport à leur sexualité, qui ne savent pas s'ils sont hétérosexuels, homosexuels, voilà, il y a toute la question LGBT. Oui, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, c'est des voilà, donc ce sont des adolescents qui se cherchent. Et si les parents ne sont pas ouverts sur ces questions ou ne permettent pas l'ouverture sur ces questions-là, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a ces prédateurs. Donc plus on va fermer la discussion et l'échange sur toutes ces questions, plus on donne l'opportunité à des prédateurs de pouvoir en fait s'approcher de jeunes qui sont extrêmement vulnérables et qui vont croire en fait en la parole de l'autre plus à la parole de leurs parents. Sachant que d'autant plus on est dans une phase où à l'adolescence on rentre plus dans une sociabilité de pairs. Donc l'objectif c'est de s'éloigner de la famille, des parents, voilà, des valeurs familiales pour se confronter aux valeurs sociétales mais aux valeurs scolaires également, et on va aller rechercher les réponses ailleurs qu'en milieu familial. Et leur début de vie sexuelle commence avec une norme qui est déjà déviante, des rapports sous contrainte, avec de la prostitution, avec du chantage affectif et sexuel, et tout ça, des fois je parle avec des jeunes femmes notamment qui ont 30 ans et qui pensent que de céder c'est consentir, c'est un rapport sexuel ok, et pas du tout, parce que elles ont commencé leur vie sexuelle qu'avec des viols, et donc le viol est devenu une norme. Donc en fait ça pervertit aussi l'aspect sain d'une sexualité épanouie, quoi. Donc c'est quand même grave, quoi, tout ce qui se passe là. C'est ce qu'on nomme la culture du viol. Oui, bien sûr. Complètement. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous, quand on intervient en milieu scolaire, ou les éducatrices interviennent en milieu scolaire, on débute par le fait de parler sans tabou. C'est ça, pas de jugement. Pas de jugement, mais surtout pas de tabou. C'est d'utiliser les termes que les jeunes emploient. Ce n'est pas pour être dans le mimétisme, ce n'est pas pour cautionner, mais c'est simplement partir de leurs propos pour pouvoir reconstruire. Enfin, du moins, avant de reconstruire, déconstruire. On tricote, on détricote. Voilà, c'est ça. On déconstruit pour reconstruire et redonner du sens au terme. Mais il faut savoir, et c'est important, que nous sommes confrontés à une société aujourd'hui qui va diffuser en fait énormément de discours concernant la sexualité, et notamment, on l'abordera peut-être à un moment donné, la pornographie. Bien sûr, le bichetonnage aussi est au programme. Voilà, on vous prépare des sujets intéressants. Merci beaucoup à toi, Katia. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.